Bonjour, correction du TP de physique numéro 5 sur la réfraction en classe de seconde. Donc dans ce TP, on va travailler sur finalement hum, les caractéristiques, des propriétés que peut avoir la lumière en changeant de milieu. Hein, la semaine dernière, on a parlé de milieux homogènes, l'air, l'eau, l'espace, le verre. Eh bien, il va y avoir quelques caractéristiques euh, des propriétés de la lumière, au changement de milieu. Donc on vous proposait, différents documents. Le document 1, donc on vous précise: quand la lumière atteint une surface séparant 2 milieux, de l'air et l'eau, de l'air, heu et du verre, et là ça va être du plexiglas, il peut y avoir, on vous dit, une réflexion de la lumière ou une réfraction. Alors typiquement, ce qu'on va travailler, c'est, voilà, une lampe, une fente comme, la semaine dernière pour les spectres, un rayon lumineux, et puis on va le faire arriver sur, un demi-disque de plexiglas. Donc le plexiglas, une matière plastique, heu, qui a la propriété d'être bien transparente, et on va s'apercevoir du coup de ces propriétés qu'il y a dans le document 1, citées dans le document 1. Donc on a un premier milieu en clair, milieu 1, au-dessus, et un milieu 2 en dessous. Donc imaginez bien l'air et le plexiglas. On a tout d'abord un rayon incident, celui qui arrive, celui qui vient de la source. Donc bien se rappeler de cet adjectif de rayon incident. On l'a symbolisé par une droite, et qui va arriver au point de passage entre les deux milieux. Là, deux possibilités: soit le rayon est renvoyé dans le même milieu, soit on dit qu'il est réfracté. Alors si je regarde le document 1, on me dit une réflexion de la lumière, c'est quand elle est renvoyée dans le même milieu. Donc ça correspond à ce rayon-là qui repart, et qui retourne dans le milieu, qui a été renvoyé par le deuxième milieu, par exemple le plexiglas, ou un morceau de verre. Donc il y a une partie du rayon incident qui est renvoyée. On dit aussi réfléchi. Une autre partie du rayon incident va, elle, réussir à passer dans le nouveau milieu, dans notre cas le plexiglas ou dans le verre. Ce rayon qui va changer de milieu, on l'appelle le rayon réfracté. On va introduire aussi des angles d'incidence, des angles de réflexion et des angles euh, de rayon réfracté, réfraction. Mais pour ça, il faut une référence, un point de départ pour mesurer ces angles. Eh bien, ce point de départ, ce sera toujours ce qu'on appelle la normale à la surface. La surface de séparation des deux milieux, on va l'imaginer euh, comme une droite aussi. Eh bien, on va faire une perpendiculaire à cette surface de séparation. Et là, cette perpendiculaire, on la voit, elle est en pointillé. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la normale. Eh bien, cette normale, ça va être ici le point de départ de mesure des angles, des rayons incidents, réfléchis et réfractés. Donc, quand on mesure par rapport à la normale, elle, est à 0 degré. Puis, tous les angles vont être à 10, 20, 30, 40, voilà, jusqu'à 90 degrés, peut-être. Voilà, donc important, ces mots de vocabulaire, incident, réfléchi, réfracté. Vraiment les associer à cette figure géométrique qui représente les rayons de lumière lors voilà, d'un changement de milieu entre de l'air et du verre, ou de l'air et du plexiglas. Donc première question qu'on vous posait, petit 1, à partir des unités V et de C, donc V la vitesse de la lumière dans un milieu, C la vitesse de la lumière dans le vide, en déduire l'unité de n. Alors
d'où ça venait? Ça venait du document 2, hein. Un milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction noté n. Donc je répète, les milieux transparents pour la lumière, bah, ça peut être le vide, l'air, l'eau, le plexiglas, le verre. Eh bien, la lumière dans ces milieux aura une vitesse v. Mais on n'oublie pas que la vitesse de référence, c'est c, c'est celle de la vitesse dans le vide. 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc je reprends la question. À partir des unités de v et de c, en déduire l'unité de n. V est en mètres par seconde, v seconde moins 1, parce que c'est une vitesse. Mais c est aussi en mètres seconde moins 1. Donc si je reprends la relation n égale c sur v, bah, je me retrouve avec la même unité au-dessus et en dessous. Eh bien, elles vont donc s'annuler. Et on va pouvoir affirmer que l'indice de réfraction n'a pas d'unité, est sans unité. Et ça, c'est bien pratique. Question 2. La vitesse de la lumière est maximale dans le vide. Il n'y a pas plus élevé que cette vitesse. Et donc, cette vitesse, c'est c. Toutes les autres vitesses de la lumière dans d'autres milieux que le vide est inférieure. C'est pour ça qu'on peut affirmer que v est inférieur ou égal à c. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire sur la valeur de n? On reprend n égale c sur v. Et là, on est en train d'affirmer que v est forcément inférieur ou égal à c. Alors, comment faire une affirmation sur n? Eh bien, il faut faire réapparaître ce que représente n dans cette inéquation. N, c'est c sur v. Alors là, j'ai une inéquation v inférieure ou égal à c. Eh bien, pour faire apparaître n, il faut refaire apparaître c sur v. Eh bien, dans cette inéquation, je vais diviser par la même chose pour faire apparaître c sur v. Et on va diviser par v de chaque côté. V étant une valeur supérieure à 0. Donc ça ne change pas le sens de l'inéquation. C sur V est présent, je peux donc tranquillement le remplacer par n, vu qu'ils sont égaux, n égale C sur V. V sur V, évidemment, est égal à 1. Et donc je peux affirmer que n est supérieur ou égal à 1 dans tous les cas. Quand il est égal à 1, c'est qu'on est dans le vide. Ensuite, tous les autres indices seront supérieurs à 1. Question 3, calculer l'indice de réfraction dans l'air, sachant qu'on vous donne la vitesse de l'air qui est de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. L'indice de réfraction de l'air, c'est la vitesse de la lumière c dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans l'air. Eh bien, je me retrouve avec la même vitesse, parce qu'on a choisi de l'exprimer avec 2 chiffres après la virgule, 3,00, et qu'en fait, il y a une petite différence entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans l'air, mais là, elle n'apparaît pas avec la précision qu'on a donnée. Du coup, on va pouvoir dire que l'indice de réfraction n dans l'air est égal à 1. Question 4, calculer l'indice de réfraction maintenant dans le plexiglas. Eh bien, même démarche. L'indice de réfraction n du plexiglas est égal à le rapport de la vitesse de lumière dans le vide sur la vitesse de lumière dans le plexiglas. On fait la division. Pour les plus rapides en maths ou qui visualisent bien, on a 10 puissance 8 en haut, 10 puissance 8 en bas, donc on peut les simplifier. Il ne nous reste plus que 3 et 2. Et 3,5, ça a toujours fait 1,5. L'indice de réfraction dans le plexiglas est bien supérieur à 1, comme on l'avait vu à la question 2. Question 5, recopier et compléter la phrase suivante. La voici. Plus la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu est
plus l'indice de ce milieu est. Alors là, la vitesse de propagation, voilà, dans le plexiglas, elle a diminué. Donc plus la vitesse est faible, plus l'indice est élevé. Alors, troisième partie, vérification des lois de Snell-Descartes. Alors les lois de Snell-Descartes, elles étaient ici, dans le document 3. Le rayon incident, celui qui arrive. Le rayon réfléchi, qui est renvoyé. Le rayon réfracté, celui qui a réussi à passer dans le nouveau milieu. Et la normale, donc la perpendiculaire à la surface de séparation, sont dans un même plan, appelé plan d'incidence. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez fait votre expérience sur une table qui est bien horizontale, et si vous faites arriver votre rayon bien parallèle à la table, voilà, que vous avez posé votre source de lumière, eh bien les rayons réfléchis et réfractés vont se retrouver aussi à l'horizontale. Il n'y en a pas un qui va partir vers le plafond et un autre vers le sol. Ils sont dans le même plan. Deuxième loi, les angles d'incidence et de réflexion sont toujours égaux. Donc on a donné des symboles à ces rayons. I1, celui qui arrive, et R, celui qui est réfléchi. Les angles d'incidence et de réflexion, loi numéro 3, seraient reliés par une relation N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc les sinus, je vous rappelle, ce sont des fonctions trigonométriques que vous avez abordées en mathématiques au collège par rapport à un triangle, rectangle. Alors, nous, comment on va travailler ça? Eh bien, on va en manipulation utiliser donc une lampe, une fente et un demi-disque de plexiglas. Donc ça va vous donner ça. Heu, sur la gauche là, la lumière incidente qui arrive sur mon demi-disque de plexiglas, une lumière réfléchie très légère, voilà, et une lumière réfractée un peu plus visible, plus intense. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire avec ce matériel? Eh bien, faire varier l'angle du rayon incident, observer et repérer les différents rayons. Donc, je vous propose un simulateur où je vois bien ce demi-disque de plexiglas. Je me suis mis dans le noir, entre guillemets, dans l'obscurité, et puis là, j'ai pris un rayon rouge, comme un rayon laser. Alors, je peux faire varier, vous voyez, hein, vous observez, je fais varier euh, l'angle d'incidence. On observe bien un rayon réfléchi par rapport ici à la surface de séparation, et puis un rayon qui a réussi à rentrer dans le demi disque de plexiglas et qui traverse. Voilà, donc on a bien repéré le rayon incident qui vient de la source, le rayon réfléchi qui est renvoyé et le rayon réfracté qui a réussi à traverser. Voilà. Alors on fait varier, ouais, pas de souci. Je vois que c'est, il y a voilà, que je peux passer d'un côté à l'autre. J'ai toujours ces rayons. Voilà. Tiens, on va faire arriver la lumière directement dans le plexiglas, puis voir si ça ressort. Ouais, ah bah tiens, ouais, il y a des petits bizarreries là qu'on verra peut-être tout à l'heure. Voilà, une disparition d'un seul coup. Voilà. Mais on voit bien les rayons. Pas de souci. Alors, on vous demandait de comparer les valeurs d'angle d'incidence et de réflexion pour différentes positions, et du coup, de vérifier que la deuxième loi de Snell-Descartes est vérifiée. Alors, je vais partir de 0 et puis je vais mettre à 10 degrés. Donc ici, pourquoi 10 degrés? Rappelez-vous, à la normale, donc la perpendiculaire, on est à 0 degré. Donc là, j'ai mis un angle de 10 degrés par rapport à la normale. Regardons la valeur pour le rayon réfléchi. Je suis à 10. Passons à un angle de 20. Je suis aussi à 20 pour le rayon réfléchi. 30, idem, 40, idem, 50, 60, 70. Voilà, H. Eh bien voilà, on peut du coup s'apercevoir que l'angle d'incidence est bien égal à l'angle du rayon réfléchi, ou inversement, l'angle du rayon réfléchi est égal à l'angle du rayon d'incidence. Donc ça, c'est très bien à retenir et ça correspond bien
à la deuxième loi de Snell-Descartes. Ensuite, 7. Conservez le montage précédent et complétez le tableau suivant grâce à vos observations expérimentales. Alors, on vous proposez 2 cas. On fait arriver le rayon d'abord dans l'air, puis il passe dans le plexiglas, ou bien il commence dans le plexiglas et il sort après dans l'air. Première question, quand on éloigne le rayon incident de la normale, le rayon réfracté s'éloigne-t-il lui aussi de la normale? Alors, reprenons notre simulation. Je vais m'éloigner de la normale et je vais m'intéresser maintenant au rayon réfracté. Ah oui, il est là. Ah bah lui aussi s'éloigne de la normale, il est plus à zéro. Je continue, ouais, tout à fait. Bah, il continue à s'éloigner, de la normale. Alors maintenant, moi, je suis à 30 degrés. Ah, lui, le rayon réfracté n'est qu'à 20 degrés. Je vais mettre à 60. Ah bah, lui, voilà, le rayon réfracté est maintenant à 35-36 degrés de la normale, de son point de départ. Donc on voit que moi, avec le rayon incident, j'ai avancé de 60 degrés, avec le rayon réfracté que de 35. Ah oui, il a avancé beaucoup moins. En fait, l'angle du rayon incident sera toujours supérieur à l'angle du rayon réfracté dans ce cas-là. Donc on va pouvoir remplir cette première case. Le rayon réfracté s'éloigne de la normale, mais plus lentement. I1, donc le rayon incident, est toujours supérieur au rayon I2 réfracté. Le rayon réfracté existe-t-il quel que soit l'angle d'incidence? Bah, vérifions. À 60, il y en a un. À 70, il y en a un. À 80, il y a toujours un rayon réfracté. Et voilà, jusqu'au bout, jusqu'à 90, il y a pas de souci, il y a un rayon réfracté. Donc on va pouvoir terminer par écrire que le rayon réfracté existe toujours. Changeons de position, faisons rentrer le rayon laser dans le plexiglas, en premier lieu. Voilà. Je m'éloigne de la normale et le rayon réfracté s'éloigne aussi de la normale. Mettons-nous à 30 degrés. Ah bah là, pour le rayon réfracté, on est déjà à 47-48 degrés même. Et à 50, ah mince! Alors, revenons en arrière. Voilà, j'avance, j'augmente mon rayon l'angle de mon rayon incident et je m'aperçois que le rayon réfracté, son angle augmente beaucoup plus vite que ce que je suis en train, de donner au rayon incident. Ah OK. Donc on va pouvoir remplir ça. Comment, quand on éloigne le rayon incident, le rayon réfracté s'éloigne-t-il? Oui, mais il s'éloigne beaucoup plus rapidement. Donc dans ce cas-là, c'est I1 est toujours inférieur à I2. Voilà, ou I2 est supérieur à I1, c'est la même chose. Le rayon réfracté existe-t-il toujours? Et bien, c'est là qu'on s'est aperçu que finalement, hop, là il a disparu. J'ai plus de rayon réfracté, il n'y a plus de rayon qui ressort du plexiglas. Ah mais là il est là, et là il est plus. Alors on regarde à quel angle ça correspond, et on est juste, voilà, à peu près à 42 degrés. À 42 degrés d'angle d'incidence, il n'y a plus de rayon réfracté. Phénomène étrange, mais bien visible. Heu, je fais rentrer de la lumière, mais elle ne peut plus sortir. Voilà. Donc le rayon réfracté disparaît si I1 est supérieur à 42 degrés. Question 8, qu'appelle-t-on la réflexion totale? Réflexion totale. Alors, on reste sur des termes de physique. La réflexion, c'est quand on est renvoyé dans son même milieu. Eh bien là, on s'en est aperçu. C'est quand il n'y a plus de rayon réfracté, qu'il n'y a plus qu'un rayon réfléchi. Alors, la suite, un peu plus long et compliqué, bon, enfin pas forcément, mais on vous demandait d'envoyer un faisceau lumineux sur une surface plane, donc voilà mon demi-disque, et de mesurer l'angle de réfraction I2 pour différents angles I1. Donc là, il fallait prendre des mesures. Et tout ça pour faire quoi? Pour remplir un tableau de mesure et après sûrement l'utiliser. Et ah oui, on vous demande de représenter un sinus I1 en fonction de sinus I2. Alors le tableau, le voici.
et puis, bah, je vais vous montrer globalement, comment on faisait les mesures. Donc ici, un tableau va se créer. Je vais me placer par exemple ici à une valeur de 10 degrés d'incidence. On a un rayon réfléchi, mais là c'est le rayon réfracté qui m'intéresse et on voit qu'on est aux alentours de 6-7. Voilà, pour 10 degrés d'incidence, j'ai un rayon réfracté de 7. Ensuite, on prenait 20 degrés et la même chose, on obtient un rayon réfléchi de 13 et ainsi de suite. Voilà, et on obtenait un tableau de valeurs. Je vous donne les valeurs obtenues expérimentalement et ensuite avec le calcul des sinus. Donc je vous rappelle, avec votre calculatrice, vous mettez en mode degré et par radian. Et puis vous prenez l'angle 7, hein, vous avez une touche qui s'appelle sinus normalement, et vous faites sinus 7 degrés ou sinus 10 degrés, hein, si je prends cette première colonne. Donc sinus 10 degrés va vous donner 0,174 et sinus 7 degrés va vous donner 0,122. Voilà. On fait ça pour différents angles d'incidence et on obtient du coup un beau tableau de valeurs. Et ces tableaux, bah, ces valeurs, si je regarde I1, I2, pour 10 degrés j'ai 7, pour 20 j'ai 13, pour 30, 19,5. Est-ce que j'ai une sorte de relation de proportionnalité? Alors si je regarde 3 fois 10 ça fait 30. Est-ce que 3 fois 7 ça fait 19,5? Ah non, ça fait 21. Donc là, on se rend compte que la proportionnalité n'existe pas entre les angles I1 et I2. Et on vous demandait du coup de tracer dans un graphique, sinus I1 en fonction de sinus I2. Donc on vous proposait, comme support, voilà ce graphique, voilà. 2 axes, sinus I1, sinus I2, un carreau pour 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et pareil, à la verticale. Alors les points, on les place de façon approximative parce que quand on a du 0,174, bon voilà, on voit bien que ça manque un tout petit peu de graduation donc voilà, il fallait essayer d'être précis mais on a des difficultés. C'est pour ça que, bah, l'outil informatique, lui, va réussir à être précis et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai utilisé. Et bien on s'aperçoit que tous ces points, sont pratiquement alignés. Donc c'est la question 9, que peut-on dire des points obtenus? Que peut-on en déduire? Les points obtenus sont pratiquement alignés. La caractéristique est une droite qui passe par l'origine. Eh bien oui, la caractéristique c'est voilà. Comment on a relié sinus I1 et sinus I2? Eh bien, on voit qu'on peut la relier par une droite. Et ça correspond à une fonction linéaire. Quand on peut tracer une droite en reliant deux séries de valeurs, deux grandeurs. Donc si je reprends des termes mathématiques, les grandeurs en abscisse et en ordonnée sont proportionnelles. On va donc pouvoir écrire qu'il y a un lien mathématique entre sinus I1 et sinus I2. Euh, la fonction linéaire, bah, on peut l'écrire f de x égale a fois x. Bah, moi, je vais juste changer un petit peu la lettre. Je vais dire que sinus I1, donc c'est bien y ou f de x, égale k fois mon abscisse sinus I2. K étant un coefficient de proportionnalité. Question 10, calculer le coefficient directeur k, du coup, de cette droite. Alors, il y a différentes méthodes. Bon, il y en a une assez rapide, vu que là, on passe par 0, 0. On va calculer un coefficient en faisant un rapport d'une ordonnée sur une abscisse. Donc, je vais choisir un point de la droite, là, avec une lecture facile. Je vais prendre par exemple ici à 0,6. Et puis, bah, on vient jusque la droite qui a été tracée, et puis on redescend vers l'abscisse 0,4. Pardon, ah oui, j'étais parti de l'ordonnée 0,6, et puis on est retenu sur l'abscisse 0,4. Et donc, avec ces deux valeurs, bah, je vais pouvoir calculer ce coefficient k, qui est le rapport entre y et x, entre sinus I1 et sinus I2. Donc 0,6 sur 0,4, eh bien on trouve 1,5. Donc sinus I1 égale 1,5 fois sinus I2. Question 11, on vous demandait de calculer le rapport N2 sur N1. Je vous rappelle, N, ce sont les indices de réfraction dans le plexiglas et dans l'air. Eh bien, ça s'enchaînait bien, parce qu'on les avait calculés précédemment aux questions 3 et 4.
1,5 sur 1, eh bien on obtient un résultat de 1,5. Question 12. En comparant les deux valeurs précédentes, retrouve-t-on la loi de Snell-Descartes? Alors, n2 sur n1, 1,5, on vient de le calculer. Et nous, avec le graphique, on a eu le coefficient k, qui relie sinus i1 à sinus i2, il vaut 1,5. La même valeur. Bah, du coup, je peux affirmer sans problème que n2 sur n1, le rapport des indices de réfraction, est égal au rapport des sinus. Il faut juste que je fasse attention aux indices. C'est 2 sur 1 égale sinus i1 sur sinus i2. Du coup, c'est pas très pratique de mettre cette égalité n2 sur n1 égale sinus i1 sur sinus i2. On risque un petit peu de se mélanger les pinceaux avec les indices. Du coup, on préfère écrire cette relation, cette troisième loi de Descartes qu'on a bien vérifiée. N1 sinus i1, donc on voit qu'on a les mêmes indices d'un côté, égale N2 sinus i2. C'est ça qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser dans pas mal d'exercices dans ce bout de chapitre, où vous aurez accès à 3 des données. Il faudra retrouver la quatrième. Donc on peut vous donner N1 et sinus i1, et N2, il faudra trouver I2, l'angle de réfraction. Ou on vous donne N1, sinus i1 et sinus i2, il faudra retrouver l'indice de réfraction du milieu 2. Voilà, cette correction est terminée. À bientôt.